présente la prochaine intervenante, Hélène Ouellette, est ingénieure de formation. Elle a fait carrière à Hydro-Québec avant son entrée en politique. Elle est dans le mouvement écologique au secours. De 2010 à 2019, elle est députée de Vachon pour le Parti québécois et ministre des Ressources naturelles du gouvernement Barrois. Elle est par la suite candidate à la direction du PQ à 2 reprises, en 2017-2018. Elle est chef du Bloc québécois. En mai 2021, elle crée son propre parti écologiste et indépendantiste, Climat Québec. Merci, Germain. Donc, j'ai bien écouté les deux autres présentations avant. Je dois vous avouer que je suis pas mal plus inquiète que mes collègues. Donc, qui contrôle l'électricité contrôle le développement économique. Et depuis la nationalisation de l'électricité, ceux qui ont perdu le contrôle de l'électricité n'ont que faire que de le reprendre. Et on arrive à un moment critique, vraiment, où c'est en train de complètement basculer parce que les efforts sont de plus en plus intenses et sans gêne. Et tout ça se fait, je trouve que les qualificatifs de Robert sont très gentils. Vous me permettrez de parler de discours trompeurs, voire mensongers. C'est à ça qu'on fait face. Et je vous le dis parce qu'au Québec, on a vu là, au plan de Michael Sylvia très peu de réactions, un petit peu de réaction au projet de loi de M. Fitzgibbon, mais quand même de l'inquiétude, pas plus que ça. Alors que le propos, la façon dont ils sont présentés, c'est trompeur. Et ils nous mettent en bateau. On ne veut pas, nous, au Québec, hein, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On ne veut pas croire que c'est une vaste hypocrisie ce qu'on nous présente. On ne veut pas le croire. On ne veut même pas le nommer. Donc, à ce moment-là, on se dit, il va y avoir du bon là-dedans, on va regarder, on va étudier. Je vous dis, le temps, c'est une arme. Il faut avoir fait des commissions parlementaires pour savoir à quel point on peut faire tomber un projet de loi juste par le temps. C'est une arme extraordinaire. Et pendant que on dit, bah oui, peut-être quelque chose de bon, qu'on s'inquiète, eux autres, là, le train, là, c'est pas le train du CN, c'est du TGV qui est en train de passer. Commençons par l'éolien. J'en aurais tellement à dire, mais franchement, je ne sais pas par où commencer. Mais commençons par l'éolien. Parce que l'éolien, c'est par là que tranquillement la privatisation d'Hydro-Québec s'est faite très sournoisement. La privatisation de l'éolien qui s'est faite sous. Moi, je l'avais oublié. Des fois, on se fait une construction mentale comme ça. Moi, je l'avais oublié. Je ne sais pas si vous en rappelez. Sous Lucien Bouchard. Et Bernard Landry qui était ministre des Finances, mais Lucien Bouchard comme premier ministre. Moi, je me rappelais que c'était sous Jean Charest, sinon, non, Jean Charest ne fait que ouvrir la porte plus grande. Et la CAQ, dernièrement, pire que pire. Donc, sous Lucien Bouchard. Rappelez-vous le prétexte qui était donné. Et tout ça, je vous rappelle ça parce que c'est encore dans les discours aujourd'hui. Le prétexte à l'époque pour privatiser l'éolien, ben mon Dieu, Hydro-Québec n'a pas d'expertise en éolien, elle n'est pas capable. Hein, on est revenu là au petit pain, hein, né pour un petit pain. Hydro-Québec, on l'a dit tantôt, Hydro-Québec, c'est une réussite d'identité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, une réussite technique extraordinaire, une réussite économique extraordinaire. Francophones ont démontré qu'on était capable. Et là, avec Lucien Bouchard, Hydro-Québec n'est pas capable. C'est quoi la plus grande expertise nécessaire dans la gestion de parcs éoliens? C'est la dynamique des fluides. La dynamique des fluides, un fluide, là, c'est de l'eau qui passe dans une turbine ou de l'air qui passe dans des pales. Franchement, de l'eau qui passe dans une turbine. Donc, c'est un des plus grands experts, sinon le plus grand expert mondial. C'est pas une blague, là. Donc, de se faire dire ça. Qu'est-ce qui est arrivé dans le privé, dans le domaine? L'énergie. Pas qu'énergie était à travers Total, toutes sortes d'écrans, de Power Corporation. Gaz naturel, qu'est-ce qui connaît avec Sentinelle?
Rien pantoute. Donc, EDF, hey, aussi Power Corporation en arrière de l'EDF, c'est bizarre, hein? Qu'est-ce que EDF? EDF en France, c'est quoi? C'est du nucléaire. Qu'est-ce que EDF? Vraiment. La deuxième expertise, c'est la gestion des contrats. Et le plus grand donneur d'ouvrage du Québec, la Grande, la Manic et toutes les autres, c'était Hydro-Québec. Fait que la gestion des contrats Hydro-Québec, c'est comment gérer ça. Et franchement, les contrats de parc de rien, c'est par rapport à ce que Hydro-Québec avait géré dans le passé. Donc, tout ça, des propos trompeurs et mensongers au début de la privatisation. L'éolien, c'est une bonne énergie. C'est une énergie renouvelable. Ça fait partie du bouquet énergétique. Oui. Mais c'est une énergie qui est intermittente. Donc, il faut qu'elle soit couplée avec une énergie basse. Ça ne se couple pas avec du nucléaire. Ça se couple très bien avec de l'hydroélectricité avec des grands réservoirs. Et ça peut se coupler aussi avec des centrales au gaz assez combinées. Il faut coupler l'éolien. Et ne pensez pas que l'éolien peut aider à la pointe d'hiver. Zéro. C'est trop froid, il ne rentre pas. Donc, l'éolien n'aide pas à la pointe d'hiver. Il faut savoir ça aussi, là, parce qu'il y a toute une gestion à faire avec l'éolien. Parce que quand l'éolien embarque, il faut arrêter les turbines. Parce que l'éolien, il vente ou il ne vente pas. Il faut l'emmagasiner en quelque part et elle est emmagasinée dans les réservoirs. Pour l'emmagasiner dans les réservoirs, il faut arrêter. Donc, il faut que l'énergie éolienne passe par cette ville-là, puis qu'on arrête les turbines. Donc, oui, pour de l'éolien, mais pas de l'éolien privé. Et là, les profits qu'ils ont engrangés avec zéro valeur ajoutée comme intermédiaire, zéro valeur ajoutée autre que de se mettre la main dans le plat de bonbons, avec des contrats garantis sur 20 ans. Avez-vous déjà vu une business, vous autres, de même? Je veux dire, ça, c'est le rêve, là. Tu n'as pas besoin de chercher de client, ton client est garanti sur 20 ans, ton prix est garanti sur 20 ans. On a du patrimonial, donc on en a de l'électricité. Tout est garanti. Donc, ça veut dire que quand ils vendaient, donc Québec était obligé d'acheter l'électricité, puis même de laisser tomber du patrimonial. Et on payait cette électricité-là 7, 8, 9, 12 cents de kilowattheure, dépendamment des contrats. Et on laissait tomber du patrimonial à 3, 3,5 cents de kilowattheure. Fait qu'imaginez ce que ça nous dit. 6 milliards. C'est ça la privatisation. La privatisation, ça coûte plus cher parce que quelqu'un, quelque part, qui se met les deux mains dans le plat de bonbons pour zéro valeur ajoutée. Je pars de là. Après ça, pour vous parler d'un discours trompeur, voire mensonger. On nous a dit, Hydro-Québec a des surplus extraordinaires, tellement de surplus que là, il faut vendre, faut vendre, faut vendre, faut vendre, faut vendre. Là, dans ces années-là, on parle de quoi? 2018, 2019, 2020. Crise climatique, les changements climatiques, la décarbonation se faisait déjà au moins une dizaine d'années qu'on en parlait. Il fallait faire avec ces surplus-là, c'est de la vraie décarbonation. C'est quoi la décarbonation à faire au Québec? C'est de sortir le gaz naturel. C'est du gaz de schiste, c'est l'énergie la plus polluante de la planète, plus polluante que le charbon. Est-ce qu'on a touché le gaz naturel? C'est un intouchable, l'énergie au Québec. Ils ont des lobbyistes partout. Pas seulement dans la liste des lobbyistes, là. Leurs lobbyistes les plus importants sont à la tête d'Hydro-Québec. André Caillé, Thierry Vandal, Sophie Brochu. Après ça, à la présidence de la Caisse des dépôts et de placement, M. Tessier, l'ancien PDG. M. Tessier, là, on va revenir tantôt, qui est rendu. Ils sont en des postes de sous-ministre dans l'environnement, des postes de sous-ministre du côté des ressources naturelles. Ils sont là où même les décisions se prennent. Tu sais, quand j'étais ministre des Ressources naturelles, j'ai changé les programmes pour que ça soit le gaz. Dès que je suis partie, oups, ça a assez changé, hein, c'est pas resté. L'énergie, c'est un des leviers les plus puissants. On peut faire de la vraie décarbonation. Le gaz naturel, et c'est possible de le faire. On n'arrête pas de dire non, c'est pas possible à cause d'un point. C'est pas vrai. C'est pas possible parce que certains procédés industriels ne peuvent pas remplacer le gaz. C'est marginal. Seulement quand tu utilises la molécule de gaz. Mais quand c'est la chose, il y a des technologies, des torches au plasma qui permettent d'atteindre plus haute température que les torches au gaz naturel.
Donc, tout ça, c'est fallacieux. Donc, les surplus, plein de surplus qu'on n'a pas utilisés pour la transition énergétique, pour la décarbonation, pour sortir le gaz des usines, des bâtiments. Hein? Les bâtiments commerciaux institutionnels, on peut remplacer le gaz par de la géothermie, par de l'électricité. La même chose du côté résidentiel, on peut remplacer le gaz. Et les thermopompes, c'est ce qu'il y a de plus efficace, des grosses économies à faire. Mais non, on peut juste pour dire, là. Après ça, ils viennent nous culpabiliser avec le lave-vaisselle à minuit et soir. Comme si les gestes individuels allaient faire une si grande différence. Puis pendant ce temps-là, ils accueillent les ciments mécanistes de ce monde, ils accueillent les tests de ce monde, les Norvotes de ce monde, les crypto-monnaies de ce monde, les databases de ce monde. Vous allez voir. Là, ils ont fondu. Je donne deux exemples. Contrat d'exportation. Ils nous ont présenté ça, là. On va faire des milliards. On va exporter l'électricité aux États-Unis. On va aider nos voisins du Sud à faire leur décarbonation. Non? Se sont-ils engagés à mettre en place du combustible et à limiter leur consommation? Non. On va juste les faire consommer. On ne va pas faire de décarbonation. Il n'y a aucun engagement. Et là, ils ont vendu cette électricité-là à 7 cents le kilowattheure canadien. Et leur logique, on est en surplus. Fait que le coût moyen de production, ils prennent la vieille centrale Bois-Noir qui coûte à peu près 0,5 cents le kilowattheure, mélange ça avec la romaine qui coûte à peu près 6 d'amortissement, à peu près 6,4 cents le kilowattheure. Une moyenne d'à peu près 3,5 cents le kilowattheure. 3,5 cents le kilowattheure à 7 cents. On fait 3,5 cents de profit à chaque fois qu'on vend un kilowattheure. C'est extraordinaire, des milliards pour les Québécois. Youhou! Là, les contrats, on n'a pas commencé à les livrer. Hein. Sophie Brochu, quand elle a signé le deuxième contrat, le premier, c'est avec Martel, la dame du Dolorama, vous allez voir qu'elle a fait pas mal de contrats. 3-4 semaines plus tard, elle a sorti un plan d'approvisionnement disant qu'il manquait 100 TWh. Donc là, on n'est plus en surplus, on est en pénurie. Donc, en pénurie, et c'est son chiffre, elle a dit que les prochains kilowattheures vont nous coûter 11 cents. Fait que là, le contrat d'exportation aux États-Unis à 7 cents, là, on va être obligé de construire à 11 cents pour honorer ce contrat-là. Vous suivez des mathématiques? 11 cents moins 7 cents, on perd 4 bonhommes, là, avec le petit drôle de signe, là. 4 cents de kilowattheure à chaque kilowattheure qu'on vend. On va vendre aux États-Unis. On va être dans le rouge à chaque kilowattheure avec eux autres. Et on sait venir nous dire, sans rire, 3 semaines, le plan, là, c'est déjà écrit. Hein. Parce que juste le temps là, de faire la révision, de faire l'impression de ce plan-là, là, c'est qui était déjà écrit. J'en ai fait des plans même. Ils le savaient. Ils sont venus nous dire que ce serait un contrat rentable. On allait faire des milliards. Mais moi, j'ai calculé, là, ces deux contrats d'exportation-là, c'est 16 milliards de pertes. Les Québécois vont subventionner pour 16 milliards de dollars sur la durée du contrat, la vente d'électricité. C'est une aberration complète. Il faut être riche pour se mettre à financer nos voisins comme ça. Ils viennent chercher nos ressources naturelles. Les gars, je vais te payer pour que tu achètes ton électricité. Ils nous ont dit ça sans rire. C'est pas le pire. C'est l'autre affaire. Comment on est parti? Je donne bien des chiffres, mais Sophie parle de 100 TWh. Les deux contrats d'électricité, c'est 20 TWh. Si on résilie ça, là, on vient d'en gagner 20. C'est encore possible de résilier. J'ai entendu Fitzgibbon, ces gars qui n'ont jamais dit que c'était impossible. On dit qu'il y a des bons contrats, on va les maintenir. Si ça avait été impossible, c'est ça. Quand l'autre partie veut résilier, c'est toujours possible. C'est toujours du monde qui se fait. Le pire, c'est pas ça. L'électricité du Québec, industrielle, tarifaire,
La moins chère d'Amérique du Nord, une des moins chères de la planète. Dans un secteur, on va se dire au Québec, qui est stable. Pas de guerre, on n'a pas de gros cataclysmes par rapport à d'autres, pas de grande violence. C'est intéressant de venir s'installer ici. C'est vraiment intéressant. Moi, des fois, j'ai des clients qui me disent ah ouais, mais c'est moins cher ailleurs. Ouais. Certains coins de la Russie, c'est moins cher. Je dis sortez vos enveloppes brunes. Le brut, par exemple, parce que vous ne payez pas grassement les hauts dirigeants qui sont là. Ah oui, mais l'Afrique du Sud, ah, je dis allez-y, mais engagez-vous des gardas solides parce que vous savez pas. Et en même temps, l'électricité n'est pas fiable parce que des fois, maintenant, là, ça arrête. Tu ne sais pas quand est-ce que ça commence. Donc, l'électricité la moins chère de la planète. Ils se sont dit, elle est encore pas assez pas chère, hein? Mais 20 de rabais. 20 de rabais sur l'électricité la moins chère de la planète. 4 cents le kilowattheure au lieu de 5 cents. 4 cents. Et là, ils ont dit aux gens, là, open house, bar open. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est pas cher de même. Ils viennent tout le temps. On sait, là, quand les open house, une année, là, c'est parti un peu solide, un peu trop solide. Ça déboule. C'est pas plus. On a accueilli, puis l'enfant qui dit, ben, tout le monde en veut, là. Ben oui, hey, c'est donc l'un des lois du marché. Il y a autant de monde qui en veut. Et les lois du marché, là, pour les grandes entreprises, l'artisanat, là, ça s'applique. Non, pas cher. Fait que là, c'est sûr qu'ils ont une demande extraordinaire. Mais une station d'essence, là, à 80 cents, au lieu d'une pièce de 75, là, les réservoirs vont rester plein longtemps. Ben non, ils vont se vider dans le temps de tir. Et là, des quantités, des centaines de mégawatts, des gros blocs, des quasi-alumineries, un après l'autre. Des databases, des crypto-monnaies, tout ça, là, ça n'a aucune valeur. Les compagnies, quasiment toutes les compagnies étrangères, on ne favorise pas le développement économique du Québec, on ne favorise pas la transformation. Ils viennent faire les affaires, ils viennent extraire la ressource électricité. Dans certains cas, comme Norvolt, là, à des cathodes, là, c'est très polluant, ils vont laisser la pollution sur place. Là. Ils vont partir avec le matériel, la valeur ajoutée va se faire ailleurs. C'est ça qui est en train d'arriver. Là. Et ça, là, ils n'ont pas les chiffres, c'est secret, hein? Mais les journalistes ont réussi à avoir quelques informations. Donc, j'ai eu l'information pour 49 projets. Ils ont sorti l'information, ils ont accepté 225 projets. J'ai fait une règle de 3. Ça devrait être pas pire comme estime. Et il y en a pour 70 par rapport aux 100 TWh de ce qui va chier. Là, on allait avoir une pénurie. C'est une pénurie créée de toutes pièces par l'exportation, par les contrats, les tarifs à rabais. Combien ça va nous coûter? À 4 cents le kilowattheure, quand tu es en surplus du produit, j'ai dit à prix moyen, 3,5 cents. La vieille électricité de Bois-Noir, celle de la Pommelle, à peu près 3,5 cents. Ça ne fait pas grand argent, on n'en perd pas. Ça fait 0,5 cents. Mais quand tu es en pénurie, qu'est-ce qui arrive? Tu es obligé de construire. Elle le dit, tu construis à combien? À 11 cents le kilowattheure. 11 cents moins 4 cents. 4 cents de kilowattheure dans le rouge à chaque kilowattheure de ces entreprises-là. Il y en a pour 70 TWh. On parle, les contribuables québécois, subventionner ces carnivores-là, ces multinationales carnivores-là, pour 5 milliards par année. Ce rabais-là dure jusqu'en 2032-2035. Jusqu'en 2032. 5 milliards par année. Voyons donc. On est en train de se faire dilapider par ces gens-là qui nous comptent des bobards. La pénurie, c'est une pénurie qui a été créée de toutes pièces.
Et l'électricité, on en a assez pour faire notre décarbonation, tant sortir le gaz dans notre équation énergétique, ça c'est plus facile, parce qu'on sait exactement c'est où, que le pétrole, parce que les technologies électriques consomment beaucoup moins d'énergie, quand on est rentré en énergie, que l'électricité. Un dans l'autre, il y a des grands potentiels d'efficacité énergétique. Ils vont mettre le mot efficacité énergétique dans le projet. Ils vont le mettre un peu dans le plan éolien de CEA, mais dans le fond, juste en blanc, les vrais potentiels. Et là, le projet de Test Canada, c'est important d'en parler parce que ce projet de loi-là vient légaliser le projet de Test Canada. Test Canada, il faut se le dire, c'est Power Corporation. Et le PDG de Test Canada, c'est un ancien. Et le président du conseil d'administration, c'est M. Tessier, qui est l'ancien PDG d'énergie. Oui, tu as embauché Michael Saylor, hein, tout est dans tout. Et à l'époque de Tessier, c'était Power Corporation. Énergie, gaz pétrole. Donc, Test Canada. Test Canada, c'est une filiale de Test, une compagnie étrangère, dont qui est une start-up qui n'a pas encore grande réalisation à leur actif. Mais dans ça, c'est surtout les financiers pétroliers. Et ils veulent faire de l'hydrogène. Ils disent que c'est de l'hydrogène vert. Encore là, c'est de la désinformation. Et il s'est été regardé par des experts. Et moi, chez nous au Québec, j'ai eu l'hydrogène. Et effectivement, le problème de l'hydrogène, c'est donc 70 de perte dans l'ensemble de la chaîne de production. Ils prennent de l'électricité pour craquer la molécule H2O, pour garder le H2. Énormément d'électricité pour perte. Là, ils ont de l'hydrogène. Après ça, ils rajoutent à ça du gaz carboné pour faire du méthane. Et donc, encore des pertes à ce moment-là. Et ce nouveau méthane-là, on pourrait appeler du gaz réformé, ils veulent mettre ça dans les gazoducs d'énergie. Encore l'énergie, hein, c'est drôle, l'énergie, ça revient tout le temps, c'est bizarre. Donc, dans le gazoduc d'énergie, pour supposément verdir leur gaz, 70 de perte. Un professeur de Polytechnique, on utilisait l'électricité directement par rapport à utiliser le gaz réformé. Le gaz réformé, si on l'utilisait, par exemple, pour chauffer des maisons, pour chauffer 40 000 maisons. Si tu utilisais l'électricité directe, dans les 70 de perte. C'est 666 000 maisons que tu pourrais chauffer avec un amour. Ce n'est pas de la décarbonation, le projet de Test Canada. Au contraire, c'est de garder le réseau d'énergie en place en essayant de faire de l'éco-blanchiment en disant qu'on va le verdir. Et avec ça, il y a un projet de 800 MW d'éolien. 800 MW d'éolien en production privée. Première shot de privatisation. Deuxième shot de privatisation. L'autoconsommation, pas interdit par la loi, mais ça serait le premier précédent de permission. Les seuls qui peuvent faire de l'autoconsommation, c'est une exception qui avait été prévue. C'était Alcan, la papetière de l'époque, qui s'est appelée les élus, qui ont changé de nom. C'était Price, je pense. Price à l'époque. Donc, il y avait des barrages au Saguenay. Et en retour d'un pacte social, le pacte social qui n'a jamais été respecté. On est passé de 12 000 emplois à 3 500 emplois dans l'aluminium. Le pacte social n'a pas été respecté. Ils étaient censés faire de la transformation. Ils ont commencé, ils l'ont fait un peu, ils ont tout vendu avec la bénédiction, malheureusement, des différents gouvernements. Donc, le pacte social n'a jamais été respecté. Et ça, actuellement, Rio Tinto à Caen, ça nous coûte 700 millions de dollars par année. En subvention à Rio Tinto à Caen, ils sont morts de rire, eux autres. Donc, autoproduction, deuxième façon de privatiser. Et la troisième, ils voulaient vendre à des voisins. C'était illégal. En fait, c'est encore illégal, tant que ça, c'est pas adopté.
Fait que ça, c'est ça Test Canada, avec un 200 MW d'éolien, plus un 150 MW, un gros bloc d'Hydro-Québec, parce que l'éolien, c'est intermittent. Hein? On ne sait pas quel tarif ils ont dessus, eux autres, la dette de 20 on ne sait pas, c'est secret. Hein? Donc, le Dieu s'en fout de ça, le diable aussi, je ne sais pas comment c'est. Donc, c'est ça. Mon petit doigt, il parle pas mal. Donc, 150 MW à faire, puis leur plan d'affaires ne tient pas sur le plateau. Fait qu'il y a toutes sortes d'hypothèses qu'on est en train de vérifier. À quoi servirait cet hydrogène-là? Ces hypothèses-là là, sont encore moins reluisantes. Faire du stockage de vente en pointe, alors qu'à la pointe, il faut peut-être payer cher, mais que sur cette ligne-là, du côté de Saint-Maurice, elle est déjà pleine, fait que dans le fond, on n'en aurait rien. En tout cas, je vous dis, les hypothèses qu'on est en train de regarder sont encore pires que le portrait que je donne. Ça, c'est du public, du connu. Et là, on a notre Michael Sebia qui est arrivé, je regarde là, on va essayer de finir maintenant, qui est arrivé la semaine passée. Et là, tout le monde me dit, ah, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on demande depuis toujours. Mon peur est mensonger. Lire le plan. C'est pas long. Avec des tableaux. Hydro-Québec ne sera pas maître d'œuvre de rien partout. Premièrement, pour tout ce qui est 1000 MW et moins, c'est statu quo. 100 MW de Test Canada. Tous les projets qu'on a vus depuis toujours au Québec. 1000 MW et plus qu'on n'a pas encore vu au Québec, ça ne s'est pas fait. Ben là, ce serait Hydro-Québec, mais comme actionnaire. Pas maître d'œuvre. Actionnaire, et fort probablement, il n'est pas minoritaire avec du privé, et avec les municipalités. Quand tu es actionnaire, tu enfermes Hydro-Québec dans une logique de privé. Le maître d'œuvre, mettons un projet de 2000 MW, mettons. Ça ne sera pas Hydro-Québec central. Ça va être la coquille qu'ils vont créer, qui va donner les contrats. Donc, ça va être dans une logique de rendement et dans une logique de privé. Et l'électricité, c'est une ressource stratégique. Ça doit être géré comme du bien commun. Non pas juste en fonction du profit, en fonction de l'impact sur l'environnement, en fonction de l'équité sociale, et oui, du rendement, mais pas juste du rendement. Et là, ils vont faire gérer ça juste en fonction du rendement. Ça n'a pas de bon sens. Et là, ils prennent comme modèle un projet que j'ai fait un bac, l'éolien des neiges à Québec. J'allais au bac, quand ils font leur période d'information, tu as les promoteurs d'un bar, tu as les commissaires du bar, tu as les experts de l'autre bar, les différents ministères, tu as les citoyens. Là, on va poser nos questions aux promoteurs. Des fois, les experts répondent. Là, il y avait Hydro-Québec d'un bar, il était promoteur, avec Boralex, avec Énergie. Hein? Il y avait Hydro-Québec l'autre bar, comme expert acheteur. Les citoyens disaient, ouais, mais là, il était raisonnable. Nous autres, on voudrait juste pas avoir des éoliennes trop proches. Fait que, on voudrait juste un petit peu plus grande distance séparatrice. Il faudrait enlever 15-20 éoliennes. Diminuer un petit peu le contrat. Ben là, le promoteur, c'est Boralex qui parlait. Boralex disait, ben non, moi, je ne peux pas baisser mon contrat. Parce que sinon, mon acheteur va dire, tu ne me donnes pas le contrat qui est signé. Fait que là, on se dit vers l'autre, ben non, moi, si je n'ai pas ce que j'ai demandé, le contrat est tient. Puis j'ai parti. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. C'est des dérives, une après l'autre. Et donc, Sebia a confirmé la possibilité d'autoproduction. Donc, Test Canada en autoproduction. C'est reconfirmé dans le projet de loi ici. 56 pages que j'ai lu au complet. C'est quand même, c'est à pleurer. J'en suis rendue là, moi. Un actif aussi extraordinaire au Québec qui a permis le développement des régions du Québec. On a fait des choix. Hydro-Québec n'acceptait pas n'importe qui voulait venir
s'installer avec des grosses charges électriques. Les grosses charges électriques, on disait, les gros consommateurs industriels, on disait qu'il y ait assez de valeur ajoutée. Notre électricité est assez précieuse, là. Monte patte blanche sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des Québécois et le bien commun. Si tu montes patte blanche, ben oui, on va t'accepter. Si tu montes patte blanche, on va voir ailleurs. Fait que les databases de ce monde, ils sont venus voir, moi, du temps que je gérais ces demandes-là. On a dit aux databases de ce monde, à cette époque-là, va voir ailleurs. Parce que tu n'as pas de valeur ajoutée pour le Québec, notre électricité est trop précieuse. On la donne à des industriels qui n'ont pas de valeur ajoutée. Vous pensez-vous que tu fais ça? Hein? Ben non, venez. Et là, dans le projet de loi de Fitzgibbon, c'est rien de moins qu'une vaste opération de destruction du monopole d'Hydro-Québec. Comprenez-moi bien. Fitzgibbon et CBA vont venir nous dire, François Legault, jamais on va privatiser Hydro. Ils ne privatiseront pas les actifs actuels. Ils vont faire du privé à côté. C'est exactement le même modèle que la santé. Ils ont fait des agences privées d'infirmières. Ils ont privatisé des actes, des opérations. Moi, mon frère est allé se faire opérer à la hanche, là. Elle est dans le privé parce qu'il y avait plus de place dans le public. Là, ils ont fait l'opération à la hanche. Ils ont botté un peu trop fort. Ça a fendu le fémur. Et là, c'est trop cher, ça. Il avait envoyé au public. Fait qu'ils te l'ont envoyé au public pour la partie chère de l'opération. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Ils ont construit des cliniques privées. Puis là, on est rendu à des mini-hôpitaux privés. C'est exactement ça qui va se passer. On a commencé avec le lien privé. Après ça, oups, le projet de loi ouvre la porte pour l'hydraulique privée. Après ça, oups, le projet de loi ouvre la porte pour la distribution privée qui permet de la distribution privée. Le projet de loi oblige le transporteur, mais à transporter toutes les charges des producteurs privés s'ils veulent aller exporter aux États-Unis. Mais si le transporteur est obligé de transporter, au détriment de l'exportation même d'Hydro-Québec, il va surtout se retrouver à favoriser le privé au détriment des exportations qui pourraient être rentables, pas les deux contrats signés par Martel et Crochet. Il y en a des exportations qui sont rentables. C'est qui va avoir priorité sur nos villes? C'est une petite question. Et après ça, quand il va falloir en construire des lignes parce qu'ils vont être pleines à cause du privé, c'est qui va y payer ces lignes-là? Parce que c'est des milliards, ces lignes-là. C'est ça qui est là-dedans. Ce projet de loi-là ouvre aussi la porte à ce que l'énergie ne soit pas limitée au gaz naturel. Ce projet de loi-là qualifie l'hydrogène transformé comme du gaz naturel renouvelable. Donc, vient légitimer tout le projet de test. Ce projet de loi-là déshabille complètement Hydro-Québec et tout à l'avantage d'énergie. Ce projet de loi-là subordonne Hydro-Québec et la Régie de l'énergie au plan des ressources intégrées fait par le ministre, donc concentration des pouvoirs épouvantables. C'est bien ça comment comme ça. Il faut tout lire, hein, tous les petits paragraphes et les articles. Son plan, là, il va y avoir de vastes consultations. Consultations comme ça parlementaire. Sur invitation, c'est pas tout le monde qui le voit. D'autres, là, on a essayé de participer à 2-3 commissions parlementaires. Dans les dernières, on n'a pas été des consultations. Et après ça, ça va être adopté par le gouvernement. Et il y a un petit article, par exemple. Ça va être adopté. Il va avoir la liberté de changer. Pour A, B, C, D, E, F. Regardez ces raisons-là. Capable de rentrer avec elle. Il va avoir la discrétion totale de changer à son niveau. Et toutes les décisions de la régie et toutes les décisions d'Hydro-Québec sont subordonnées à son plan. L'indépendance d'Hydro-Québec et de la régie. Même la régie, plus que ça, il peut lui indiquer n'importe quand ses orientations. Plus que ça, dans la nomination des régisseurs, il peut dicter des conditions. Comment ça être ingérence, pas mal, là. L'indépendance, il y en a plus bien, là. C'est ça, ce projet de loi-là. Le projet de loi, c'est la consécration
les lobbyistes, la privatisation de l'électricité. C'est leur victoire. Je vous le dis, il ne peut pas être amélioré, amendé. Il doit être rejeté, il doit mourir au feuilleton. Et là, je termine là-dessus. Il faut savoir que tout ça, c'est pas du hasard. Je ne sais pas si vous avez lu les journaux, mais la presse qui disait la nationalisation de la nationalisation de rien. Totalement fallacieux. Et la presse, c'est qui est en arrière de la presse? Power Corporation, ils en ont fait un fake lesbienne. Power Corporation, avec la presse, a réussi à socialiser le déficit de la presse. Hein? Parce que maintenant, on doit un numéro de charité, c'est à 40%. C'est juste ça qu'on fait. Garde dans les lignes sur la direction. Ils nous le disent comme ça parlementaire, je n'ai pas même pas. Ils nous le disent en pleine face. Oui, la ligne éditoriale, on va continuer à la dire. Donc, tout ça est organisé. Quand vous avez vu certains commentateurs qui ont dit que oh, ben là, c'est bien quand il est sorti, là, il y a une semaine et demie, Fitzgibbon n'était pas pantoute au courant, fait qu'il a fait ça de sa propre initiative, puis, tu sais, c'est bon, là, il va faire face à ces gars, il va être capable, à Fitzgibbon, il va être capable de le challenger. La sortie sur l'éolien, elle a été organisée, orchestrée pour faire baisser la pression sociale. Moi, je me promène partout au Québec, de la Mauricie au centre du Québec, dans le Bas-Saint-Laurent, à Québec. Il y a une pression citoyenne. Les gens s'organisent, n'en peuvent plus. Et là, ils ont fait ça pour faire baisser la pression citoyenne. Avec un discours trompeur mensonger, en disant qu'au Québec va prendre se sert du paravent d'Hydro-Québec pour essayer de temporiser et d'aller chercher l'acceptabilité sociale. Hein. Ils ne veulent pas de référendum, ils ne veulent pas de sondage. Quand il y en a des sondages de référendum, la très grosse majorité est contre. Dans un coin, là, du côté de Mauricie, je ne me rappelle plus quel village, là, ils ont fait un sondage, la mairesse a fait 84% des gens sont contre. Il n'y en a pas d'acceptabilité sociale. Mais tout d'un coup, ils disent qu'il y en a quand même parce que la mairesse, elle se dit neutre, mais elle est plutôt beau, tu sais. Donc, ils ont joué le jeu qu'un était contre l'autre, mais ce n'était que pour faire baisser la pression. Ça a tellement bien fonctionné que les syndicats, plusieurs syndicats qui sont au Québec qui devaient faire une manifestation jeudi matin, on va annuler leur manifestation. On va attendre des autres. Donc, tout ça, c'est organisé avec le gars des vues. Donc, pensez pas qu'il n'y a pas d'autres visées, là. C'est pas la fin, ça, là. C'est le début de la fin d'Hydro-Québec. C'est le début de l'enrichissement du grand capital. Moi, je peux vous dire que qui contrôlera l'électricité? Contrôlera l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, là, c'est plein de calculs. Pour faire ces calculs-là, là, c'est de l'électricité. Un peu d'électricité. La crypto-monnaie, là, une des limites de la crypto-monnaie, c'est l'électricité. L'électricité, ils n'auront plus de capacité de calcul. L'intelligence artificielle, c'est ça. Qui contrôlera l'électricité, contrôlera l'intelligence artificielle. Et l'autre chose, on a un petit peu discuté comme ça, puis qu'on ne peut pas s'avancer bien loin, mais des fois, il y a des choses écrites dans le ciel. Faites de la prospective, là, hein? C'est des hypothèses. Mais, vous allez comprendre, Michael Sevier, après avoir été à la Caisse de dépôt de placement, il est allé où? Il a fondé la Banque d'infrastructure du Canada. La Banque d'infrastructure du Canada, c'est une patente pour favoriser le privé, pour privatiser les services publics. Ils appellent ça en PPP, partenariat. Mais il n'y a jamais rien de privé qui vont
nationalisées. C'est toujours des affaires publiques qui privatisent. C'est une vaste agence de financement de la privatisation. Ils ont beaucoup d'argent et ils ont réussi à subordonner une partie des investissements de la Caisse de dépôt. Déjà, là, la Caisse de dépôt est actionnaire de ça, fait qu'elle est moins indépendante qu'elle était. Fait que sous le Canada, vous comprendrez. Mais cette caisse-là d'infrastructure, les projets qui utilisent de rien au Québec, ça va aller chercher de l'argent. Si tu penses qu'il faut être intéressé. Et tu sais qui est allé Michael Sebia avant de venir à la tête du Québec, entre la Banque d'infrastructure du Canada, qui privatise, sous-ministre des Finances. Et qu'est-ce qu'il a fait le sous-ministre des Finances? Comme sous-ministre des Finances, il a lancé des subventions incroyables pour des projets d'énergie renouvelable privée. Eh bien, ça donne du bien tout ça. Hein? Des fois, le hasard fait bien les choses. Donc, moi, je vous dis, c'est le début. Ce projet de loi-là, c'est le début de la mainmise du Canada, du fédéral. C'est pas une blague, là. Et je souhaite qu'il y aura une vaste mobilisation de tous les acteurs. On ne se gênera pas pour les dénoncer. Déjà, je veux saluer le travail qui se fait sur le terrain par les citoyens de la Mauricie, les citoyens du Centre du Québec. C'est incroyable, là. Ils se présentent à toutes les assemblées publiques, ils se présentent à leurs élus municipaux qui sont obligés de challenger tout le temps. Ils se font compter des bobards comme ça se peut pas, mais ils sont là, séance après séance, malgré le climat toxique qui n'est pas mis en place par les citoyens, qui est mis en place par les élus eux-mêmes. Ils ne veulent surtout pas se faire questionner, ils n'aiment pas ça se faire questionner. Il y a certains conseillers municipaux qui voient clair aussi là-dedans, qui appuient les citoyens, il faut le dire, parce qu'ils se tiennent debout. C'est pas facile pour ces gens-là de se tenir debout. Ostracisés par les autres conseillers municipaux, par les maires, ils se font intimider. C'est pas une blague, là. C'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Les citoyens, ils posent des pancartes, font signer des pétitions. Dans certains villages, là, 80% de la population signe des pétitions. Ça a un impact sur la mairie, non pas du tout. Il faut les appuyer. Ils sont en train de se mobiliser. J'ai participé à des assemblées dans des églises. Saint-Tite la semaine prochaine, Saint-Ex, Saint-Narcisse, Saint-Anne-de-la-Pérade, Saint-Maurice, puis j'en oublie. Saint-Wenceslas, j'en oublie. Des 150, 200, 250 personnes dans des salles communautaires, dans des églises. Un beau dimanche après-midi. Les gens sont en train de se mobiliser. Donc, moi, j'ai espoir qu'on va freiner cette destruction-là, cette dépossession sournoise de notre plus bel actif, de notre plus belle réussite au Québec avec Hydro-Québec, qui est effectivement reconnu partout sur la planète. Mais à force de mettre des morceaux dans le privé, de dire à quel point il privatise, le centre d'essai, le laboratoire de l'IREC, la grosse bâtisse noire là, sur le bord de la 30, là. Et ça sert à faire des essais sur des réseaux de 735 000 de volts. C'est énorme, il n'y a pas de centre d'essai comme ça. Donc, privatisé. C'était le morceau le plus rentable du centre de recherche au Québec. Ils l'ont privatisé. Donc, ils en font plein de petits morceaux comme ça, un après l'autre, qu'on ne voit pas passer. Tout le carnet de commandes était plein pour un an et demi. C'est ça, celui qui l'achète, il garantit d'avoir des revenus pendant un an et demi, moi, des business de même. Et c'est ça. Michael Sebia, pour ceux qui ne savent pas, je vais m'arrêter là-dessus, il a développé son expertise en privatisation. Il a fait ses armes avec la privatisation du CN. Le CN fait des milliards, je pense que c'est dans 4-5 milliards. 4-5 milliards par année, moi, je suis en train de regarder. 4-5 milliards de dollars par année, pas d'investissement. Les mégantiques qu'on a eu, ça pourrait se produire. Oh. Il y a
privatiser le REM, une partie du transport public est venue siphonner. Hein? C'est nous siphonner le secteur le plus rentable, qui était la ligne de montagne. Venir chercher de l'argent, l'enlever du public, le mettre, et il y a un rendement garanti. S'il n'y a pas son rendement avec le REM, c'est qui paye? C'est l'ensemble de nous autres. C'est deux tarifs différents, pas intégrés à l'ensemble de transport collectif à Montréal. Ça n'a aucun petit bon sens. Là, retard, dépassement de coûts. Et là, si on faisait des enquêtes là-dessus dans le bilan de terrain, oh là, ce qu'on trouverait là. C'est ça. Donc, à la tête du Québec, moi, je l'avais qualifié de loup dans la bergerie. Là, avec sa sortie, au sommet de son art, le marketing de la privatisation, c'est nous qui allons en faire. Je vous le dis, le pouvoir citoyen est plus fort que celui de l'argent. Mais il faut arrêter de se laisser aveugler par tous ces petits confettis qu'ils nous envoient. Il faut voir clair dans leur jeu et ne pas se gêner de les dénoncer avec les mots appropriés. Voilà, je veux qu'on se lève debout, qu'on se tienne debout pour protéger le Québec et le bien commun.